Laurent Bazin vous informe sur Europe 1. On touche à mon honneur. Et là, je vais remettre les pendules à l'heure. Et je dis stop. Si l'idée, c'est de faire mal, que ces petits procureurs anonymes sachent que oui, ça me fait mal, mais je suis debout. Les mots de Nicolas Hulot, très forts ce matin sur BFM TV. Le ministre était clairement venu à la télé tordre le cou à une rumeur qui courait Paris depuis des semaines et qui sera publiée demain. C'est notre fait du jour ce soir. Nicolas Hulot a-t-il bien fait de répondre à cette rumeur, au risque de lui donner plus d'écho, puisqu'il lui a donné un écho national en prenant la parole ce matin à la télévision pour l'évoquer, alors que peut-être, c'est ce qu'il dit en tout cas, elle ne le méritait pas. On en parle ce soir avec Catherine Ney. Bonsoir Catherine. Bonsoir. Avec le communicant Philippe Moreau-Chevrolet. Bonsoir. Bonsoir. Et avec Aurélie Herbemont du service politique d'Europe 1. D'abord Aurélie, un mot. Bonsoir à vous. Ça fait une semaine, 10 jours que Nicolas Hulot téléphone à toutes les rédactions de France pour expliquer sa version de l'histoire. Oui, l'opération déminage n'a pas commencé ce matin sur BFM TV, puisqu'effectivement, ça fait une dizaine de jours qu'on entend dire qu'il va y avoir une enquête de l'Hebdo sur Nicolas Hulot. Et donc, la semaine dernière, Europe 1 notamment, s'était renseigné auprès du cabinet du ministre pour savoir ce qu'il en était. Et il se trouve que c'est Nicolas Hulot en personne qui a rappelé, un journaliste ici, qui a dû appeler, j'imagine, dans plusieurs rédactions, faire la même chose, pour lui-même démentir les faits qui allaient être allégués dans ce magazine demain. Une longue conversation Non, quelques minutes. Quelques minutes pour donner sa version des faits d'une certaine manière off the record, comme on dit. Pour démentir ce qui allait sortir. Donc voilà, c'est une opération déminage au long cours, on va dire. Ça n'est pas juste ce matin. Il avait commencé à préparer le terrain depuis la semaine dernière. Alors les informations que dément Nicolas Hulot ce matin, ou plus exactement la rumeur qu'il dément ce matin sur BFM Télé, est publiée demain dans un journal qui s'appelle l'Hebdo. Vous avez lu cet article, Aurélie. Est-ce que cet article vous semble solide, étayé ? Alors, je ne vous cache pas qu'à la lecture de l'article, je me pose une question. Est-ce que si Nicolas Hulot lui-même ce matin n'était pas monté au front pour tordre le cou à ces allégations, à ces rumeurs, je ne sais pas comment on peut les appeler à ce stade, je ne sais pas si ça aurait eu le même retentissement national demain, juste à la lecture de l'article. Puisque alors, il y a donc deux affaires, deux histoires, puisque Nicolas Hulot lui-même dit que ce ne sont pas des affaires, il n'y a pas d'affaires. Il y a une première histoire qui concerne une ancienne collaboratrice de la fondation Nicolas Hulot, qui évoque des rumeurs de harcèlement sexuel, sauf que dans le papier lui-même, cette femme dément complètement avoir été harcelée par Nicolas Hulot. Donc, c'est un petit peu fragile sur ce point de vue-là. Sur la deuxième histoire qui concerne une jeune femme de 20 ans à l'époque, en 1997, on n'a pas de détails, de circonstances de leur rencontre, avec des gros guillemets, avec Nicolas Hulot, mais on a le témoignage du père, quelques paroles de cette femme. Donc du coup, on n'a pas l'histoire en bloc, j'ai envie de vous dire. On sait qu'elle a déposé plainte en 2008. En 2008 uniquement. Après la période de prescription de 10 ans. Elle est allée à la gendarmerie. Faire une déposition. Il était trop tard pour porter plainte. Parce qu'il y avait prescription. La prescription, à l'époque, était de 10 ans. Les faits. Pour les crimes, 10 ans de prescription. Donc, du coup, elle est allée chez les gendarmes. Et donc, moi, je me demande si, sans l'intervention de Nicolas Hulot ce matin, on en aurait autant parlé demain, juste à la lecture de cet article. Qu'en pensez-vous, Catherine Ney ? Moi, est-ce qu'il a donné finalement, est-ce qu'il a déclenché l'incendie ? Il a déclenché, mais enfin, moi je crois que même si dans l'article il n'y a pas grand-chose, la thèse de l'article, c'est pourquoi Hulot refuse de se présenter à chaque fois à la présidentielle, alors qu'au dernier moment on a l'impression qu'il va dire oui, pourquoi il dit non. La thèse de l'Hebdo, c'est parce qu'il y avait ces cas de harcèlement, pour ne pas dire de viol, qui pesait sur lui et qu'il craignait les conséquences. Mais il a pris le risque de devenir ministre malgré tout. Il a pris le risque parce que, ça c'est l'hypothèse du journal et je ne fais pas mienne, si vous voulez. Et puis je veux dire, quand il est devenu ministre, l'affaire Weinstein n'avait pas éclaté et on ne pensait pas que les femmes, la liberté il pensait que cette affaire-là, où vraiment il y a eu la déposition d'une jeune femme qui se plaint d'avoir été, en tous les cas, c'est clair que entre l'offre et la demande, entre lui et elle, il n'y avait pas adéquation. Donc est-ce qu'il y a violé ?
est-ce qu'il l'a forcée? Enfin, elle le sous-entend, mais elle n'emploie pas le mot viol, vous voyez. Bon, elle est allée faire une déposition à la gendarmerie. Ensuite, Nicolas Hulot a été entendu, et puis on a classé l'affaire, parce que l'affaire était classée, puisque c'était prescrit. Mais elle dit dans le papier qu'elle voulait simplement lui faire comprendre qu'elle n'avait pas accepté, que c'était une chose qu'il ne fallait pas oublier, que ça soit bien, voilà, un acte à la gendarmerie attesté qu'il s'était mal comporté. On sait qui est cette jeune femme? Eh bien, vous savez, c'est la rumeur. Alors la rumeur dit quoi? Eh bien, la rumeur dit, BFM disait qu'elle était la petite fille d'un homme politique important. Oui, voilà. le point dit qu'elle est la petite fille l'une des petites filles de François Mitterrand. Oui, mais voilà. On ne va pas au-delà de ça. Mais en tout cas, c'est ce qu'affirme le Point ce soir après enquête. Philippe Moreau-Chevrolet, est-ce qu'il a eu raison, Nicolas Hulot, ou est-ce qu'il a eu tort? Est-ce qu'il a déclenché un incendie? C'est une nouvelle technique des politiques français. François Fillon a été le premier vraiment à l'utiliser en mettant ses enfants en avant, en prévenant qu'ils allaient être impliqués dans le Penelope Gate à l'époque. Ça lui est revenu au visage. Hein. Ça lui est revenu au visage. En même temps, c'est une manière de... Il y a deux avantages à faire ça. D'abord, vous prenez la maîtrise du calendrier. C'est vous qui décidez quand l'affaire sort. Il n'a pas fait ça n'importe quand, Nicolas Hulot. Il n'a pas fait ça parce qu'il y avait une rumeur dans Paris. Il a fait ça parce qu'il y avait une publication qui devait mettre sur la place publique des faits potentiellement d'une extrême gravité, parce qu'on parle d'un viol sur mineur. Donc, non. Par contre, on n'est pas sur... Lui, non, pas lui du tout dit sur que mineur. il a La démenti, jeune femme en question avait 20 ans. Non, mais même dans le papier, il n'est pas du tout question d'un viol sur Lui a mineur. commencé ce matin son interview en disant elle n'a parce pas que 17 lui-même ans. n'avait pas le papier. C'est pour ça qu'il D'accord. évoque des Alors, c'est éléments toute qui la- ne sont Alors même lui pas dans le papier. soyons précis. Lui pensait qu'il allait être question d'un viol sur mineur. Il n'en est pas question finalement. Il n'en Très est bien. pas question Pas dans le question papier. Il n'en est pas question dans le papier, mais disons non. que lui avait l'impression que ça allait être d'une extrême gravité. Donc à partir de là, il pense qu'il va être mis en cause dans une affaire d'une extrême gravité, donc il prend les devants pour en parler, comme ça il récupère le contrôle de l'agenda. Et puis la deuxième chose, c'est qu'il va pouvoir coder le débat dans son sens, c'est-à-dire qu'il va pouvoir dire sa vérité à lui, et c'est ça qu'on va entendre en premier. Dans le cas contraire, ce qu'on entend en premier, c'est l'accusation. Et il est très difficile après, pour n'importe qui fait l'objet d'une accusation publique, de se retrouver avec le contrôle de sa propre parole. On est discrédité d'emblée, parce que c'est l'accusateur qui a parlé en premier. Donc on se défend toujours. C'est ce qu'a fait Gérald Darmanin il y a quelques semaines, Le puisque c'est ministre du Ça a lui-même... bien réussi à Darmanin. Ça a bien réussi à Gérald Darmanin. C'est lui qui lui-même, c'était une interview sur France Info, qui évoque... Accusé de viol par une call accusé girl. de viol par une ancienne call girl. C'est lui qui parle de cette affaire. Pendant une semaine, il ne se passe rien. Et effectivement, au bout d'une semaine, on apprend que la femme en question a été auditionnée par les enquêteurs. Oui, c'est le but de faire ça. Pardon. Le but de faire ça, c'est vraiment d'essayer de ne pas subir le rouleau compresseur. Parce que le problème, c'est que c'est pas seulement un journal qui va déclencher un émoi public, c'est tous les réseaux sociaux qui vont embrayer dessus, et on est dans le contexte de l'affaire Weinstein. Ça veut dire qu'il va y avoir véritablement, il y a un train qui va rouler en direction de Nicolas Hulot, et il ne voit pas comment l'éviter en dehors de ça. Donc je trouve que c'est plutôt intelligent de le faire comme ça. Il faut voir aussi qu'il se prend affaire sur affaire, Nicolas Hulot, puisqu'il a eu ce week-end l'affaire de sa Villa Corse sur son patrimoine, donc ça commence à faire beaucoup, et peut-être aussi qu'il avait envie de réagir. Villa Corse, qu'on l'accuse d'avoir sous-évalué, ou dont on l'a remarqué qu'elle était sous-évaluée dans sa déclaration de patrimoine par rapport à l'évaluation faite à l'époque par un agent immobilier lorsqu'il avait souhaité la vente. Marquons une pause, et puis on va écouter ce que vous avez à dire au 39-21 là-dessus, et on continue à en discuter. La rumeur, est-ce que c'est un poison? Je vous pose la question. Europe Soir, Laurent Bazin sur Europe 1. Nicolas Hulot est-il victime de la rumeur? Ça enflamme jusque le studio d'Europe 1 où on a réuni ce soir Catherine Ney, le communicant Philippe Moreau-Chevrolet qui est président de MCBG et prof de com à Sciences Po, prof de communication politique, je le précise, à Sciences Po, et Aurélie Herbemont qui est toujours avec nous du service politique d'Europe 1. Nicolas Hulot a dit des mots très forts ce matin sur la rumeur. Il a dit en substance: la vérité ne me fait pas peur, mais la rumeur oui. Écoutez. Là, j'ai la rage. Vous pouvez vous regarder dans la glace sans sourciller. Je n'ai absolument Nicolas pas Hulot. peur de la vérité. Vous n'avez pas peur de la vérité. J'ai peur de la rumeur. Parce Et- que c'est un poison lent qui tue. Catherine Ney, la rumeur, c'est une arme politique. Ah oui, il est une arme politique. Écoutez, là, dans l'histoire, on avait inventé l'affaire Pompidou, l'affaire... Claude Pompidou? Oui, Vous l'affaire voulez Claude dire Pompidou, mais ça savait l'affaire du Accusé Markovitch. accusé de participer à des partis fines, oui. à des partous, pour dire les choses comme ça. Et vraiment, Pompidou, je pense que ça lui avait tourné les sangs et qu'il est tombé malade à ce moment-là. Et c'était pour le tuer, évidemment. Donc des rumeurs. Alors, il y a des rumeurs qui, quelquefois, par exemple, des rumeurs sur Strauss-Kahn, ça l'a tué, mais c'est parce qu'il y a mis du sien. Mais elle
elle courait, et là, elle n'était pas dévoilée pendant longtemps. Est-ce que si c'est vous la voulez. rumeur qui a tué Dominique Strauss-Kahn ou est-ce que c'est l'affaire Nafissatou Diallo? Ah ben, Pardon. c'est l'affaire Nafissatou, Donc parce c'est qu'il pas a une confirmé. rumeur. Non, il a confirmé la C'est rumeur. pas une rumeur. Voilà. Mais vous dites qu'en politique, c'est courant, instrumentalisé par des amis ou des ennemis politiques? Ah ben souvent, moi je suis sûre que même l'autre, comment s'appelle le dirigeant Baupin qui a été, bon ben là c'était une rumeur écologiste. qui est devenue, il y a eu des plaintes aussi qui ont suivi, mais ça a commencé par une longue rumeur et à force de rumeurs, l'affaire a éclaté, mais c'était pour le tuer. Aurélie Herbemont, quand on est journaliste politique au service politique d'Europe 1 et qu'on entend des choses comme ça, on parlait de Denis Baupin, mais Denis Baupin, il y a eu des déclarations, des dénonciations, des femmes ont porté plainte? C'est-à-dire qu'à partir du moment où c'est des rumeurs, on n'est pas là pour relayer des rumeurs. À partir du moment où il y a des témoignages et où les gens s'expriment publiquement pour dénoncer certains agissements, après qu'ils soient avérés ou pas, mais on ne va pas... Parce que s'il fallait qu'on fasse la liste à l'antenne de toutes les rumeurs qu'on entend toute la journée... On passerait à notre temps à faire ça. Et qui circulent parfois sur les réseaux sociaux. Et qui circulent parfois sur les réseaux sociaux. Mais après, nous, on n'est pas là pour relayer des rumeurs. Après, quand on est sur des faits, des plaintes, des accusations qui sont... Ou sur la déclaration d'un ministre comme Nicolas Hulot ce matin, c'est ça? Ça devient un fait politique? Ah ben à partir du moment où c'est le ministre lui-même qui décide de communiquer là-dessus, l'interview est quasi exclusivement sur le sujet. J'ai minuté, il y en a 16 minutes 49 d'interview ce matin sur ce sujet. Donc c'est lui qui en fait un fait politique. Il y est allé pour en parler. C'est normal que l'interview en parle. Après, moi, les rumeurs, il y a eu l'exemple de meilleur désamorçage qu'il y a eu, c'est celui d'Emmanuel Macron sur sa rumeur d'homosexualité, le fait qu'il sortait avec Mathieu Gallet. Tout Paris a bruissé de ça pendant très longtemps. Il a pris les devants en traitant ça avec humour, ce qui a complètement désamorcé. Sauf qu'elle revient maintenant parce que. Oui, mais c'était utilisé politiquement. Là, vous avez raison, Catherine, c'est que c'était utilisé politiquement par ses adversaires. Il y a eu des gens, il y a Nicolas Sarkozy par exemple, qui disait que Emmanuel Macron était androgyne, ni homme ni femme. C'est une vraie citation qu'il a vraiment dit à l'antenne. On a eu des proches de Manuel Valls à l'époque qui commençaient à répandre la rumeur dans Paris, dans le Canard enchaîné, dans des entrefiles. Pardonnez-moi, des proches de Manuel Valls répandaient quelle rumeur? Sur l'homosexualité supposée d'Emmanuel Macron. On disait qu'il était peut-être... C'était pas jamais directement l'homosexualité qui était citée. C'était il est très précieux, il est très narcissique. C'était toujours des métaphores ou des façons de parler qui faisaient qu'on ramenait au sujet. Donc à un moment donné, ce qu'il a décidé de faire et qui était très intelligent, c'est de dire ok, vous m'attaquez là-dessus, je vais vous répondre là-dessus, et il en a fait une arme de communication. C'est un petit peu ce qu'a essayé de faire Nicolas Hulot, c'est ce qui est très moderne dans cette façon de traiter la rumeur. Le problème, c'est qu'en politique, moi je conseille dans des campagnes, quand une rumeur s'installe, c'est extrêmement difficile à combattre. Si on ne le verbalise pas, ça reste dans l'implicite tout le temps, et ça vous tue effectivement politiquement. Je voudrais qu'on écoute. Si on ne dit rien, on peut dire aussi qu'il ne dit mot consent. Mais regarde, finalement, le sortir au bout d'un moment, ça devient le président Macron a désamorcé l'affaire avec Mathieu Gallet, mais regardez, à l'occasion de son éviction de France Inter par le CSA, eh bien, Frédéric Mitterrand, qui était sur cette antenne, a dit il est victime de la rumeur. Parce qu'au fond, il a très bien géré France Inter, Radio France, pardon. S'il n'avait pas eu la rumeur, comme il est un très bon patron, il aurait pu rester. Voilà, enfin, c'est ce que dit, c'est la thèse de Frédéric Mitterrand, et donc qui continue à alimenter la rumeur. Ce qui veut dire que quand une rumeur s'insinue, même quand on la dément, elle peut courir longtemps. Vous voyez, c'est ça. Écoutons jusqu'à sa mort, mais il l'a démenti, il en a fait un bel objet de communication, et maintenant elle est quand même derrière lui, elle continuera à courir, mais ça n'est plus nuisible politiquement. C'est vrai. Qu'en pensez-vous, Anthony? Vous nous avez appelé tout à l'heure au 39-21. Est-ce que ça change l'image que vous avez avec Nicolas Hulot, ou est-ce que vous pensez qu'il a éteint le feu? Oui, bonjour Laurent. Bonjour à vous. J'aime beaucoup Catherine Ney, je trouve que c'est une très grande journaliste. Mais je suis assez d'accord avec vous. 77, c'est bon. D'accord. Oui, alors moi je me rappelle que quand Emmanuel Macron a été élu, il n'avait pas formé le gouvernement tout de suite. Il avait dit lui-même qu'il prenait un petit peu de temps pour vérifier s'il n'y avait pas une affaire en cours au sujet des futurs membres du gouvernement. Donc moi je suis très surpris de voir qu'une affaire comme ça puisse sortir. Alors après ce qui est vrai ou faux, j'en sais rien. Il y a eu M. Darmanin il y a quelques temps, il y a quelques mois c'était M. Ferrand dans le Finistère. Donc c'est très très curieux, je trouve. Oui, Aurélie Herbemont. Là par exemple, dans le cas précis de Nicolas Hulot, c'était une affaire qui a été prescrite puisque les faits ont été dénoncés auprès de la gendarmerie plus de 10 ans après ce qui se serait déroulé. Donc du coup, il n'y a pas de trace à partir du moment où il n'y a pas de casier judiciaire ou quoi que ce soit qui pourrait attester que Nicolas Hulot a eu des affaires qui l'ont amené devant la justice. Ce qui est vrai, c'est qu'aux États-Unis, il y a votre remarque est très juste, qu'aux États-Unis, il y a une tradition, ce qu'on appelle le vetting, c'est-à-dire que les candidats à des fonctions importantes, il y a une enquête de moralité qui est faite, qui est très approfondie, comme pour les magistrats en France,
une enquête aussi auprès des proches, etc. On ne le fait pas assez en France. C'est pas particulièrement, ça vise pas Nicolas Hulot, ce que je suis en train de dire, parce qu'effectivement, personne ne pouvait soupçonner que ça sorte, mais il y a des affaires patrimoniales notamment qui auraient pu être évitées comme ça. D'un mot, merci beaucoup Anthony de nous avoir passé ce petit coup de fil. Est-ce que Nicolas Hulot est tiré d'affaire ? Non, il est au début de l'affaire. Il est au début de l'affaire. Le problème est celui du contexte. On est dans le contexte de l'affaire Weinstein. C'est ça qui est dangereux pour lui, c'est que la moindre accusation devient terriblement crédible et que surtout, sur une accusation, on ruine des carrières instantanément. Kevin Spacey a été effacé d'un film à Hollywood sur des accusations qui n'avaient pas encore trouvé de formalisation judiciaire. Oui, mais là, la différence, c'est qu'il y a 2 personnes qui sont mises en cause par le journal L'Hebdo. L'une dit que c'est complètement faux et que donc circuler, il n'y a plus rien à voir. Et l'autre a choisi... je ne sais pas ce qui se serait passé entre deux, mais elle a choisi d'aller voir la gendarmerie 11 années après les faits, et pas du tout pour porter plainte, puisque c'était prescrit, mais juste pour dire, voilà ce qui est arrivé, et il faut qu'il le sache. Donc c'est un avertissement sans frais, mais quand même, il y a eu des frais qu'il paye aujourd'hui. On va suivre tout ça, évidemment, avec grande attention. Merci à tous les 3 d'avoir été avec nous, et à Anthony également pour le décrypter, Catherine Ney, Philippe Moreau-Chevrolet et Aurélie Herbemont du service politique d'Europe 1.